Bonjour, donc je suis avec le docteur Michel Omer Laivao, point focal national changement climatique de Madagascar, Ouais. entre autres. Euh, Docteur, pouvez-vous nous parler un peu de vos activités, de votre rôle ici à la COP23 à Bonn? Oui, merci de m'avoir donné la parole. En fait, moi, je m'appelle, comme vous m'avez dit, vous l'avez dit tout à l'heure, c'est Michel Omer-Levo. Je suis le point focal national de la Convention cadre des Nations Unies sur le changement climatique, à la fois chef de service de l'atténuation au changement climatique au sein du Bureau national de coordination changement climatique, en fait. Oui, moi, ce que je viens ici, c'est pour aider, pour épauler toute la délégation malgache. Il y a une forte délégation malgache qui sont venus actuellement. Ça prouve que Madagascar est très actif dans la lutte contre le changement climatique. Alors là, la preuve en est, c'est que Madagascar actuellement a déjà intégré la dimension changement climatique au sein de la politique générale de l'État ainsi que dans son plan de développement, plan national de développement. Ça prouve que Madagascar est un peu en avance par rapport aux autres pays. Il y a aussi certains secteurs comme secteur de l'agriculture, secteur de l'eau, santé et de l'énergie qui ont leur propre stratégie nationale sur les changements climatiques. Et à part ça, il y a des différentes structures à Madagascar pour coordonner toutes les activités relatives au changement climatique. Parce que le problème des pays en développement, c'est que chaque département travaille séparément sans tenir compte des activités des autres départements. Mais nous, à Madagascar, on essayait d'effacer ce trace-là, d'aller de l'avant vers la collaboration participative, c'est-à-dire d'intégrer toutes les parties prenantes au sein de la lutte contre le changement climatique. Quand je reviens sur le terme sur l'action ici pendant le COP23, en fait, nous avons plusieurs activités. C'est pour ça qu'il y a une délégation forte parce qu'il y a des CD20, des exhibits, des expositions aussi. On participe également dans différentes réunions en fait de négociations. Quand je passe à la négociation proprement dite, comme vous savez, COP23, c'est un COP intermédiaire parce que l'année prochaine, il y aura ce fameux rapport de GIEC pour valider ce qui est, par exemple, l'impact de changement climatique pour la température de 1,5 degré, etc., etc. C'est aussi j'ai oublié le terme en fait, en tant que COP intermédiaire, on n'attend pas beaucoup de choses en fait. C'est la négociation. L'accord de Paris est très bien, l'accord de Paris, mais comment mettre en œuvre? Maintenant, c'est la mise en œuvre. Comment voir quels sont les mécanismes qu'on doit mettre sur pied? Quelles sont les étapes, les procédures? Quelles sont les actions concrètes qui devraient mettre en œuvre en fait? Alors là, je vois qu'il y a quand même des difficultés au niveau de la négociation parce qu'il y a certains pays qui, comme vous avez dit tout à l'heure, qui se désolidarisent. Donc, vous voyez, les autres pays essayent de dire que ouais, la COP ici à Bonn, c'est pas vraiment une COP intéressante, mais c'est vraiment une COP intéressante. Ça, c'est l'une des étapes allant vers la mise en œuvre au-delà de 2020. C'est-à-dire, maintenant, ce qui est souci de pays en développement, y compris Madagascar, c'est qu'on travaille trop sur la procédure, etc. Mais on ne parle pas trop de l'action concrète, par exemple, quand on fait l'atténuation, qu'est-ce qu'on devrait euh, qu'est-ce qu'on devrait faire exactement? C'est surtout la procédure, etc., etc. Donc, je pense que le pays en développement, pendant la cérémonie de clôture, vont hausser le ton parce qu'on se traîne à la procédure. Par contre, de l'autre côté, il y a des actions concrètes qui doivent être mises en avant tout de suite.
Oui, d'ailleurs, vous vous rappelez tout à l'heure qu'en termes de mise en œuvre, vous avez déjà un projet à Madagascar qui est Oui, financé par le Fonds vert. Vous avez déjà coordonné l'action oui, avec une approche justement transversale. Euh, que vous avez tout un tas de projets finalement qui sont oui, que vous allez étudier justement pour le Fonds vert. oui. Est-ce que vous pouvez nous parler en une minute de cette approche, comment vous gérez cette approche et quel message vous avez aussi pour les autres pays qui justement parlent de cette finance climat mais qui n'ont toujours Oh, pas eu accès à ces ouais. ressources? Je vous dis franchement, en fait, je suis là pour juste vous donner des informations là-dessus parce que vous voyez, quand on a élaboré le premier projet qui était approuvé par le Fonds vert climat, c'est nous, les agents du ministère, avec le Conservation International, qui ont monté ce projet-là en suivant tous les critères, le canevas du Fonds vert climat. Ça prouve qu'on n'a pas besoin trop de consultants. C'est vrai qu'on est déjà habitué à élaborer des projets par le système de GEF. Et puis là, il y a une canevas du Fonds vert climat. Donc, ce que je voudrais dire aux autres pays, en fait, ce que nous avons comme expérience, c'est que le Bureau national de coordination changement climatique, on n'est que 20 personnes là-dedans. Le boulot est énorme. Il faut travailler en étroite collaboration avec les autres départements ministériels. Le ministère en charge de l'environnement seul ne peut pas prétendre qu'il arrive à résoudre tous les problèmes sans les autres. Il faut impliquer aussi, comme nous, il y a il y a la participation massive de ces ONG nationales, internationales, associations nationales. Cela prouve que ces gens-là, ce sont des gens qui travaillent sur le terrain. Parce que souvent, dans les pays en développement, il y a il n'y a pas une liaison directe entre le gouvernement, surtout le ministère de l'Environnement, et les gens qui vont mettre en œuvre des actions concrètes sur le terrain. Pour notre cas, il y a vraiment une liaison entre le ministère de l'Environnement et tous les ministères touchés, affectés par le changement climatique et les ONG malgaches. Je crois que ça, c'est vraiment une bonne leçon pour le pays en développement, surtout en Afrique, parce que jusqu'à maintenant, on n'a pas trouvé pas beaucoup de problèmes dans la mise en œuvre, en fait. C'est vrai que pour la coordination de toutes ces actions-là, c'est hyper difficile, mais on essaye d'aller de l'avant. D'accord, merci beaucoup. Un dernier mot, on va retourner un peu plus à l'espace des négociations. On sait que pour porter la voix, souvent les négociations sont en anglais et pourtant on a énormément de pays francophones. Et on a d'ailleurs à côté l'Organisation internationale de la francophonie et son organe subsidiaire, l'Institut de la francophonie pour le développement durable, qui ont un pavillon à côté de celui d'Énergie 2050. Comment vous voyez le rôle de la francophonie et surtout son apport par rapport à ces négociations? Oui, c'est vrai que la négociation est dominée par la langue anglaise, en fait. D'ailleurs, c'est la première langue des Nations Unies. C'est vrai que, mais je vois que la francophonie, à travers l'IFDD, a fait des boulots remarquables. Par exemple, l'édition de ce bouquin, ce guide de négociation, ça nous aide beaucoup parce que tous les documents sont en anglais. Donc, c'est vrai que moi, ça fait presque 10 ans que je suis dans le système, donc je connais l'anglais. Mais pour les autres, alors là, il faut qu'il y ait un document qui les aide à comprendre tous les processus, tous les enjeux, tous les points clés de la négociation. Il faut les savoir pour venir ici. Sans le savoir, ça ne sert à rien de venir ici. Je crois que la francophonie joue un rôle important dans la négociation. Ça, c'est mon dernier mot et c'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup. Merci encore.